La France va mettre en place un crédit social, point d'interrogation. La France surveille ses citoyens comme en Chine. On a une petite news qui nous est sortie de Disclose NGO. Donc Disclose, donc c'est une ONG. Vous avez dû en entendre parler, notamment pour Ariane Lavrieux, qui est une journaliste d'investigation qui avait subi une répression d'État assez importante. Notamment quand elle avait révélé les contrats d'armement de la France avec, avec l'Égypte, il me semble. Et donc qui travaille justement pour Disclose NGO, donc, qui est un truc de journalisme d'investigation. Disclose avait révélé des trucs sur Interpol récemment. Oui, en vrai, Disclose, c'est franchement, si ça vous intéresse, le journalisme d'investigation, toutes les dingueries que fait la France, etc., etc., Disclose, c'est une très très bonne source là-dessus. Et en plus, tous leurs articles, la plupart de leurs articles, il me semble qu'ils fonctionnent sur une économie de dons, et il me semble que leurs articles sont tous en open access. Et du coup, on a découvert que, vous savez, on a beaucoup parlé de la surveillance algorithmique, on a parlé de la vidéosurveillance, etc., etc. Et du coup, il y a eu tout un truc où, oh là là, avec les Jeux Olympiques, il y a eu des alertes, notamment d'ONG, de journalistes d'investigation qui étaient en mode les Jeux Olympiques, ils sont en train d'expérimenter la surveillance algorithmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait la Quadrature du Net qui en avait parlé. Il y avait bref plein de gens qui sont intéressés par la protection des données personnelles qui en avaient parlé. Et Disclose a révélé qu'en fait, ça fait depuis hyper longtemps que les flics utilisent la reconnaissance faciale pour vous surveiller. Allons voir ça. Coucou YouTube. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de mettre la cloche de soutenir. Il y a le petit lien Tipeee en description, si on l'a pas oublié. Et voilà. Et aussi à partager parce que ça fait partie des trucs. Je sais que ça vous fait chier parfois les trucs sur la protection des données personnelles. Je sais que parfois vous vous sentez pas trop concerné, que vous êtes en mode oh là là, encore un truc, ça va me déprimer et tout. Mais en vrai, faites circuler parce que c'est typiquement le truc. C'est bien parce que ça vous déprime que c'est important de le diffuser et d'en parler parce que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Ça n'avait pas déjà été relevé par Amnesty au moment des JO. Il me semble qu'au moment des JO, c'est le dispositif qui avait été mis en place pour les JO qui avait été révélé. Et là, il montre un dispositif qui date de 2012. Donc allons-y. Cette histoire, elle a commencé par un message sur Signal. La personne qui vient de me contacter, c'est Ariane Lavrieux. Elle est journaliste pour le média d'investigation Disclose. Et ultra basé, trop fort, franchement. C'est vraiment une combattante de l'information, quoi. Prépare un disque dur crypté et télécharge ces documents. Attention, c'est très sensible. En lisant ces documents, je vais découvrir une des faces cachées de la surveillance de masse en France. Au jeu, c'était la vidéosurveillance algorithmique, là, c'est reconnaissance spatiale sur les téléphones et clics. Oui, aux Jeux Olympiques, c'était l'utilisation d'algorithmes, notamment de l'intelligence artificielle, pour automatiser la vidéosurveillance notamment des foules, etc. Parce que pourquoi les JO? Pourquoi c'est expérimenté pour les JO? Parce que tu as beaucoup de foules et du coup, beaucoup de trucs pour traîner les algorithmes. Là, en l'occurrence, c'est un truc qui est personnalisé, ultra personnalisé. C'est les flics qui vous prennent en photo et qui font de la reconnaissance faciale sur vous. C'est limite pire. Enfin, je sais pas si c'est pire, mais ça montre qu'on avait la technologie de reconnaissance faciale avant d'avoir la technologie de surveillance algorithmique. Et donc, vous imaginez qu'avec les fichiers de reconnaissance faciale plus la surveillance algorithmique, vous comprenez mieux pourquoi Allons-y. J'y apprends que la police et la gendarmerie française détiennent une arme technologique puissante. Une arme qui leur permet de savoir tout un tas d'informations confidentielles sur vous juste en vous prenant en photo. Tout ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est totalement illégal et extrêmement dangereux pour notre démocratie. Comment ça? La police fait des trucs illégaux qui se retrouveront probablement dans le droit commun une fois que les gouvernements de droite auront décidé que ah c'est bon, ça fonctionne, on peut le mettre dans le droit commun. C'est fou. Vous voulez dire que la police sert avant tout à ouvrir le champ de ce que l'État considère comme possible et légitime dans la répression et que c'est pour ça que la police qui se fascise est une arme très puissante pour l'extrême droite parce que bah en fait en se fascisant elle met déjà en place de façon illégale une partie du programme de l'extrême droite. Les policiers sont des délinquants. Ah bah là carrément c'est des criminels. On peut dire les policiers sont des criminels. C'est un délit ou c'est un crime? Je sais pas. Mais en tout cas les policiers sont tous des délinquants et des criminels. Oh vous me direz le meurtre c'est un crime donc bon c'est... Cet homme, on va l'appeler Roger. Il préfère témoigner de manière totalement anonyme parce qu'il craint les représailles de la police après cette vidéo. Il y a un peu plus d'un an, Roger il participe à un rassemblement place de la République à Paris. Il y a des policiers qui s'avancent vers lui. Donc un rassemblement donc politique. Parce que, rappelle que, encore une fois, hein, on avait parlé, moi les premières fois que j'en avais entendu parler, parce que c'était l'âge que j'avais à l'époque, probablement il y a des gens qui sont plus vieux que moi qui vont dire mais déjà à l'époque ça se passait comme ci, comme ça, etc. Moi quand j'ai commencé à militer, c'était plutôt le cliché de ah là là, il y a des RG, donc il y a les renseignements généraux qui se mêlent aux manifestants pour repérer les têtes qui organisent les manifestations, etc. Ok, d'accord, c'est de l'ordre des RG, etc. Mais
en même temps, quand j'ai grandi, tu avais aussi François Hollande qui avait commencé à mettre en place tout un arsenal d'état d'urgence, de maintien de l'état d'urgence, notamment pour des intérêts politiques. À l'époque, notamment de la COP21, rappelez-vous, à l'époque de la COP21, donc la Conference of Parties sur l'écologie qui se passait à Paris et où il y avait beaucoup de mouvements écologistes à cette époque-là qui commençaient un petit peu à avoir des revendications un petit peu plus radicales, un petit peu plus urgentes. Il y avait un pôle de l'écologie radicale qui commençait à se mettre en place, notamment dans les rues, et que François Hollande avait utilisé les dispositions de l'état d'urgence pour pouvoir ficher, surveiller et assigner à résidence des militants et militantes écologistes. Donc là, tu as le truc de, encore une fois, hein, probablement les vieux, ils vont me dire qu'il y avait déjà des dingueries qui s'étaient passées avant, et c'est vrai que j'ai beaucoup le biais de ma propre génération, mais quand j'ai commencé à militer, tu avais ce truc-là de, on passait de, oui, c'est évident que les renseignements généraux sont présents en manif partout et on est surveillé, à, mais carrément, l'État utilise des dispositifs antiterroristes pour réprimer les militants. Et on voyait que l'État commençait de plus en plus à investir dans la répression des mouvements militants. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant que ce témoignage commence par un rassemblement place de la République. C'est que là, on a directement un fichage et une surveillance des gens qui participent simplement à un rassemblement. Donc c'est même pas en mode les RG veulent identifier les têtes des réseaux militants. Vous inquiétez pas, ils sont très bien identifiés. C'est ceux qui déposent le parcours de la manif en préfecture. Mais ok, peut-être que celui qui dépose le parcours de la manif, c'est un prête-nom, et que les RG, ils veulent voir c'est qui dirige vraiment, etc. Mais là, carrément, t'as le simple citoyen qui participe au rassemblement peut être aussi visé par ce genre de mesures. Qui décide de contrôler son identité, et là, il y a quelque chose de vraiment très étrange qui va se passer. Le policier, il sort quelque chose qui ressemble à un téléphone, mais qui est un peu plus gros, un pavé noir, et il essaie de me prendre en photo. Et le policier qui a le téléphone en main demande à ses deux collègues qui se trouvent plus proches de moi, tenez-le. Roger, à la base, il a commis aucun délit. Le truc, c'est qu'il n'a pas ses papiers d'identité avec lui. En fait, je me trouve littéralement contre le mur. Vraiment, je me rappelle de leurs mains qui essaient de me maintenir comme si j'étais dangereux, alors que c'était censé être un contrôle. Et donc, en fait, je me tournais ma tête de ce côté et je grimaçais. Et les deux policiers essaient de me maintenir, de chanter leurs mains, donc gantelées. Ils forçaient à ce que je fasse face à la caméra. Et la prise de photo s'est fait super rapidement. Et après, le même N+1 revient et énonce vous appelez tel nom, tel prénom. Et j'avais jamais vu ça auparavant dans une manifestation, même dans un contrôle d'identité. Et donc ça, c'est déjà le truc de t'as pas tes papiers, très bien, on va faire de la reconnaissance faciale sur toi. Tu vois, genre à quel point la police force de plus en plus, c'est-à-dire qu'en fait, si t'as pas tes papiers, c'est pas un délit de pas avoir ses papiers sur soi. Genre, by the way, c'est pas grave. Genre, les contrôles d'identité abusifs reposent sur le fait de contraindre notamment certaines populations d'avoir toujours leurs papiers pour renforcer le contrôle, pour renforcer le fichage, le suivi des personnes, etc., etc. Genre, c'est vraiment un truc, le contrôle d'identité, ça sert à ça. Ça sert à faire du contrôle social dans la rue. C'est pour ça que les Noirs et les Arabes sont systématiquement contrôlés à Châtelet. C'est pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus ici, contrairement aux Blancs qui, eux, ne sont pas contrôlés, par exemple. Genre, c'est vraiment un truc de faire comprendre que certaines populations sont indésirables dans cet espace social. Ça sert purement à ça. Et du coup, là, c'est intéressant. T'as le truc de ah ben t'as pas tes papiers, bah très bien, bon, on va faire un truc illégal pour récupérer ton identité quand même, tu vois. Genre, c'est comme quoi la police et le consentement, il y a un petit problème. Hein. C'est vraiment, genre, ils ont du mal avec la notion de consentement quand même. Ils ont du mal avec la notion de légalité aussi. Mais comment ce policier il a pu obtenir toutes ces informations sur Roger simplement le prenant en photo? Eh bien, tout ça ressemble très fortement à de la reconnaissance faciale. Mais comment c'est possible? Parce que vous faites peut-être partie des gens qui, comme moi, pensaient jusque-là que la reconnaissance faciale était interdite en France. Et c'est d'ailleurs ce que les représentants politiques affirment constamment en public. On n'a pas aujourd'hui? Non, on l'a pas. Si on l'a eu pour les JO, non? Non, j'ai mis en place l'intelligence artificielle. Ça, c'était tout le truc. Quand il y avait eu le scandale et qu'il y avait commencé à avoir des médias qui disaient ah, quand même, ça fait débat, la reconnaissance, la surveillance algorithmique pendant les Jeux Olympiques. L'élément de langage du gouvernement, c'était de dire ce n'est que de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la reconnaissance faciale. Sauf que, en fait, ça sert à quoi d'utiliser les outils d'intelligence artificielle si c'est pas pour faciliter la reconnaissance faciale? Exactement. À quoi ça sert? Mais encore une fois, c'est pour ça que à chaque fois qu'ils te disent la Chine, il y a le contrôle social, il y a le contrôle social. En Chine, il y a le crédit social. Tu es surveillé par les caméras et qui te font leur super montage où tu vois des caméras avec des petits carrés autour de visages chinois pour dire regardez, ils sont tous surveillés, etc. Alors que c'est des carrés que tu as rajoutés en post-prod. C'est pour justifier. En fait, c'est pour dire regardez, la Chine, ils font ça, la Chine, c'est les grands méchants. Et nous, comme on le dénonce, on pourrait jamais faire ça et pouvoir le faire en soum-soum en disant non, mais jamais on ne ferait ça. Ça, c'est qu'en Chine là-bas. Tu vois, genre, c'est vraiment une stratégie d'écran de fumée pour masquer le fait que c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Je rappelle que c'est comme pour le génocide à Gaza, chaque accusation est une confession. Je rappelle à l'époque, c'était genre la tech est là, mais on l'utilise pas. Oui, c'est ça. C'est en mode nous avons la technologie, mais c'est illégal. Voyons, n'allons pas l'utiliser. Ce serait une violation du droit à la vie privée. Et nous avons à cœur, nous ne sommes pas la Chine. Voyons. Bah oui, vous n'êtes pas la Chine parce que la Chine ne fait pas ça. Et vous, oui. C'est pas tout à fait la même chose que la reconnaissance faciale. Il n'y a pas de reconnaissance faciale, il n'y a pas de surveillance généralisée.
Ça n'existe pas. Mais en faisant cette vidéo, je vais très vite comprendre que c'est totalement faux. En fait, en France, la reconnaissance faciale, elle est utilisée par la police de manière massive. Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2012, très discrètement, le gouvernement il a autorisé la police et la gendarmerie à utiliser un outil de reconnaissance faciale pour consulter un vaste fichier de police. La Chine ne fait pas ça. La Chine ne fait pas de vidéosurveillance algorithmique avec reconnaissance faciale de masse. Attendez, oui, attends, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je parle du moment des JO avec la surveillance algorithmique de masse avec reconnaissance faciale intégrée. C'est ce que ne fait pas la Chine. La Chine a des politiques et des technologies de contrôle de l'identité qui sont beaucoup plus diffus et beaucoup plus quotidiens, etc., qui reposent sur des trucs d'identité biométrique, sur le passeport, sur le contrôle des zones, sur le zoning, etc., etc. Le truc, c'était qu'en gros, c'était l'idée que les Chinois surveillent tous les Chinois. Tu vois, genre c'est le truc de l'espèce de tentacule de vidéosurveillance centralisée, etc., qui est en réalité un fantasme occidental, là où la Chine a des technologies de contrôle qui sont beaucoup plus locales, qui dépendent beaucoup plus des papiers, parce que les papiers en soi et la politique de passeportisation et de zonage des passeports suffit déjà en soi à faire du contrôle de la population. Voilà. La Chine, c'est pas surtout fiscal. Alors, là où vous confondez, c'est que pour la Chine, ce qui est fiscal, c'est ce qu'on appelle le crédit social. Ce que tous les médias ont nommé crédit social en le faisant passer pour cette vidéosurveillance algorithmique avec reconnaissance faciale de masse. Le truc de oh là là, si tu traverses la rue à un feu rouge, tu vas perdre en crédit social et du coup, tu pourras plus prendre le train. La réalité du crédit social, c'est que c'est lorsque tu es endetté, lorsque tu as des trucs à payer pour des trucs judiciaire, etc., juridique et tout, etc. Ce crédit social, c'est un truc qui te bloque, par exemple, en gros, si tu as une dette à régler parce que tu as été condamné pour une amende ou un truc comme ça, et que tu n'as pas réglé ta dette, bah du coup, tu n'as pas le droit de voyager, tu n'as pas le droit de prendre un ticket de train, etc., parce que prioritaire, rembourser ta dette, etc. Crédit social, c'est ça, c'est un mécanisme coercitif de règlement de dette et de règlement de contentieux judiciaire. Et ce n'est pas basé sur une surveillance algorithmique de masse, c'est basé sur tes technologies de contrôle qui existent déjà, qui sont fiscales, qui sont sur la centralisation des moyens de paiement et l'identification constante dans les moyens de paiement, etc., etc. C'est le crédit score aux États-Unis en plus. Aux États-Unis, ils ont aussi un score de crédit qui est intégré à leur carte bancaire, par exemple, et intégré au système bancaire. Voilà, donc le crédit social en Chine, c'est ce truc-là. Il y a eu une ville où il y a un maire particulièrement zélé qui a essayé de mettre en place ce genre de truc-là. Il s'est fait taper sur les doigts par le gouvernement central parce que c'était pas ce que voulait mettre en place le gouvernement central chinois. Par contre, en effet, il y a du contrôle d'identité absolument partout, etc. Donc voilà, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le truc de fantasme George Orwell, on surveille tout le monde tout le temps et on peut savoir tout ce que fait la population à un instant T et on peut les vidéos verbaliser de je sais pas quoi, etc. Ça, c'est un truc qui est un fantasme purement occidental, qui est un fantasme porté sur la Chine, parce que c'est en retour un fantasme que l'Occident veut mettre en place. On sélectionne juste son visage, on l'intègre du coup dans notre logiciel et on fait rechercher. Et là, du coup, il nous sort tous les candidats dits potentiels. Ce fichier il s'appelle le TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires. On en reparlera plus tard. Mais son utilisation, eh bien normalement, elle est hyper encadrée. Donc en gros, en 2012, le gouvernement autorise les flics à mettre en place un outil de reconnaissance faciale pour relier les personnes à leur fichier des antécédents judiciaires. Bon alors, faut-il rappeler que la qualité vidéo des caméras vidéosurveillance est nulle à chier et que faire la différence entre deux visages, souvent c'est très difficile, c'est pour ça que même parfois les IA ont du mal à faire la différence. En plus, quand l'image est de très mauvaise qualité, vous imaginez bien que ça amène, et ça peut amener, et ça a amené à beaucoup d'erreurs judiciaires où la personne identifiée a été faussement, a été identifiée de façon erronée par le fichier des antécédents judiciaires et du coup a été poursuivie, etc. Parce que oui, t'as le malheur de ressembler à quelqu'un, quoi. Et encore une fois, c'est ça. On parlait tout à l'heure de la génération de la vidéosurveillance qui est proposée par Dati, du fantasme sécuritaire au travers des caméras de vidéosurveillance. C'est un truc qui vise à remplacer aussi le reste de l'enquête. Et du coup, quand ta seule enquête, c'est de confondre des visages entre deux personnes parce que les caméras de vidéosurveillance sont de mauvaise qualité, et c'est pas en ayant des caméras de surveillance de bonne qualité que vous allez régler ça, hein, by the way. Il suffit que deux personnes se ressemblent et que ce soit plus pratique et que t'aies absolument aucun autre truc et de toute façon que t'aies la flemme de faire une enquête digne de ce nom parce que il y a la paperasse dans les enquêtes. Voilà quoi. En général, la qualité des caméras récentes peut être très bonne pour avoir vu l'usage dans le privé. Si tu mets les moyens, tu peux très bien identifier les visages. Oui, j'imagine, mais là je parle de l'époque de 2012, tu vois. Après oui, j'imagine que les caméras de vidéosurveillance sont de mieux en mieux, on va payer encore plus cher les boîtes de surveillance privée et ça va être génial, ils vont se faire de la thune, quoi. Mais en plus, t'as déjà le risque des innocents qui finissent
finisse au tribunal. Et encore, le truc de au pire, si tu mets pas les moyens d'enquête, tu poursuis pas, quoi. Genre, ça va. Tu sais, quand il n'y a pas mort d'homme, il y a un truc de bon. Elle doit se faire lors d'enquêtes, de manière exceptionnelle, et surtout par des officiers de police judiciaire qui sont spécifiquement habilités à le faire. Mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'en interne, ils font n'importe quoi avec cette technologie. Donc ça, tu sais, c'est souvent le fameux truc à chaque fois, le gouvernement qui te dit « Attendez, certes, nous avons autorisé la reconnaissance faciale, mais nous l'avons réduit à une poignée d'officiers de police qualifiés, professionnels, qui seront droits dans leurs bottes. » Oui, non, en fait, tous les 7 sur 20 de la police nationale l'utilisent et ils en font n'importe quoi. C'est pour ça, encore une fois, qu'à chaque fois qu'on vous dit « Non, mais il y a une brigade spécialisée qui s'occupe de ça » et en fait, ne les croyez pas. Et la première chose qui a éveillé nos soupçons, c'est ce message envoyé par une source confidentielle en 2020. La direction de la gendarmerie nationale a décidé d'élargir massivement l'accès aux fonctions de reconnaissance faciale. Sauf erreur de ma part, la fonction de reconnaissance faciale n'était auparavant ouverte qu'aux officiers de police judiciaire. Cet accès était toutefois restreint. L'ouverture à tous les enquêteurs ne peut que conduire à une utilisation débridée de l'outil et à des erreurs judiciaires. Et ça a déjà mené à des erreurs judiciaires, by the way. En fait, il y a un truc, parce que je sais qu'il y a peut-être des droitards ou alors des gens qui sont en mode « Ah, mais au pire, des erreurs judiciaires, etc. » Quand on a interdit la peine de mort en France, un des arguments les plus massus, c'était la question de l'erreur judiciaire. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu serais prêt à tuer quelqu'un sur une simple erreur judiciaire parce que tu t'es trompé? Est-ce que tu serais prêt à mettre sa vie dans la balance? Est-ce qu'on est prêt à tuer quelqu'un en prenant le risque qu'il y ait des erreurs judiciaires parce qu'on sait qu'il y a des erreurs judiciaires? Notamment la peine de mort, tu avais eu des scandales d'erreurs judiciaires de personnes qui avaient fini sous peine de mort par erreur. Et donc, moi j'ai envie d'élargir le débat sur est-ce que les erreurs judiciaires valent le coup? Pas que pour la peine de mort, hein, mais aussi pour les peines d'emprisonnement. La prison, c'est pas cool non plus. Je vois pas pourquoi on devrait s'offusquer des erreurs judiciaires pour la peine de mort, alors que la prison, on sait très bien que ça crée des traumatismes de long terme. Si tu compares la sortie de avant de rentrer en prison et la sortie de prison, il y a un risque de récidive qui est accru, il y a un risque de précarité qui est encore plus accru, tu as de plus grandes difficultés pour trouver une stabilité, un travail, etc. etc. Et en plus, tu subis davantage de harcèlement policier, donc davantage du coup de surveillance et davantage de possibilités de se remettre foutre derrière les barreaux pour le moindre petit truc. Donc, désolé, mais pour moi, les erreurs judiciaires justifient aussi qu'on se calme aussi sur la prison, quoi. N'importe quel gendarme de terrain peut utiliser la reconnaissance faciale, même lorsqu'il n'est pas en train de faire une enquête qui le nécessite. Et je découvre très rapidement, en fouillant sur internet, que c'est aussi le cas de la police. S ou CH? Pour vérifier son identité, le policier utilise un logiciel de reconnaissance faciale. Alors moi je suis pas physionomiste, je reconnaîtrais même pas mon frère, mais il me semble que c'est lui. Si t'es pas physionomiste, mais qu'il te semble que c'est lui, pourquoi Non, on va pas se reposer sur est-ce que la police 7 sur 20 est capable de jouer au jeu des 7 différences, en fait. Non. En plus, il suffit que ce jour-là, il ait une crise d'eczéma ou une crise d'allergie qui fait qu'il a le visage bouffi, t'en fais quoi la reconnaissance faciale? Faire devant les caméras TF1, techniquement, c'est totalement illégal. Mais attendez, c'est pas fini, parce que des vidéos comme... Et ce qui est fascinant, c'est ça, c'est que les trucs 7 à 8, etc., c'est des émissions purement de propagande policière. C'est des émissions où tu suis la police, tu vois à quel point la police essaye de faire son travail face aux gens, qu'ils font n'importe quoi, et en fait qu'il y a de la délinquance partout, et que les pauvres policiers, il faut leur donner plus d'argent. C'est des émissions de propagande policière. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que quelque chose qui est illégal a fait l'objet d'une pub massive dans les émissions de propagande policière. Donc on te fait la propagande policière en disant promis, ils font des trucs illégaux. C'est quand même une folie. Promis, vous inquiétez pas, les policiers ils sont trop forts, ils font des trucs qui sont illégaux. Et c'est pour ça qu'il faut autoriser les trucs illégaux que la police fait ça. Devant les caméras TF1, techniquement, c'est totalement illégal. Mais attendez, c'est pas fini, parce que des vidéos comme celle-ci, il en existe plusieurs. Je vais vous montrer des petits extraits que j'ai trouvés d'utilisation de reconnaissance faciale, je laisse me plaît. Ouais. Elle, c'est Noémie Levin, et elle est juriste pour la Quadrature du Net. J'ai été la voir pour qu'elle me donne son avis sur ces extraits. Pour savoir si l'individu qu'il contrôle est bien celui qu'il recherche, les policiers vont utiliser un tout nouveau système, la reconnaissance faciale. En vrai, les copains et les copines, petit tuto contouring, venez à la manif en drague. Comme ça, ils pourront pas faire la reconnaissance faciale. Le full face de maquillage est un enjeu de lutte révolutionnaire. Hop, on n'arrête pas le progrès. Hop là, voilà. Progrès. Le logiciel compare le visage de l'homme avec la... Et ils sont contents, ils sont en mode « Ah, c'est génial, de toute façon, en toute impunité, quoi. Allez, hop, voilà, on n'arrête pas le progrès. Maintenant, il y a même plus... » C'est une folie, hein. Base de données du fichier des antécédents judiciaires. J'ai rien qui aurait une correspondance. Ok, bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Tu vois qu'ils ont le seum. Tu vois le truc. Ah mince, il n'y a pas d'antécédent judiciaire. Bon, c'est bon. Vas-y, relâche-le, l'autre. J'ai rien qui aurait une correspondance. Ok, bon, c'est bon. Ouais, bon, c'est bon. Ouais.
Génial. C'est marrant parce qu'en fait, je suis sûr que la reconnaissance faciale, ça a été vendu aux policiers en mode vous inquiétez pas, comme ça vos contrôles d'identité ils seront plus efficaces. Et en fait, ils se retrouvent quand même à faire des contrôles d'identité où ils sont obligés de relâcher la personne et ils ont le seum parce que eux, quand ils font des contrôles d'identité, ils veulent du chiffre, ils veulent enfermer des gens. Comme ça leur fait leur petite prime à la fin du mois. Alors du coup, ils se rendent compte que en fait, oui, il y a pas tant de gens qui ont des antécédents judiciaires qui contrôlent. Alors du coup, ils sont en mode oh, putain, merde, même la reconnaissance faciale, ça me fait pas ma petite prime à la fin du mois. Putain, c'est dommage. Hein. Allez, monsieur, bonne journée. Aujourd'hui, cette Oui, et puis jouer les cow-boys, etc. Encore une fois, c'est du fantasme c'est du fantasme de pouvoir sur les gens, quoi. pratique de prendre en photo les personnes de façon quasi systématique dans la rue ne répond à aucune loi, aucun cadre juridique, et donc pour nous c'est totalement illégal, d'autant que souvent dans ce genre de cas, il n'y a pas de PV, il n'y a pas de notification au procureur. Oui, et c'est ça aussi, c'est que pendant plusieurs années, tu avais une lutte qui émanait pas mal de militants et de grands frères dans les quartiers populaires, etc. Et qui parfois pouvait faire un petit peu souffler du nez, notamment dans la gauche radicale, c'était la lutte pour le récépissé de contrôle d'identité. C'est un pansement sur un système policier qui est complètement pourri jusqu'à la moelle, mais c'était au moins un petit truc, un peu de réforme, de ok, quitte à ce qu'on ne puisse pas entièrement changer la police, entièrement, etc. Oui, la FI depuis 2016, hein, c'était un truc qui avait été mené. Moi, je me rappelle quand j'avais été à la convention du programme de 2016, il y avait été en covoiturage avec justement un des militants qui portait justement la lutte pour le récépissé de contrôle d'identité. Et en fait, c'est que tout simplement, le récépissé, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'avoir un suivi et ça permet d'avoir des bases sur lesquelles tu peux te défendre juridiquement, etc. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est un peu déjà mieux que rien. Et en fait, typiquement, ce genre de truc, parce que là, tu te fais contrôler en plus par reconnaissance faciale, donc un truc qui est légal. Non seulement t'as pas de preuve du contrôle d'identité, mais en plus de ça, tu peux pas faire remonter ça pour dire que la police fait des trucs illégaux, quoi. Mais après bon, est-ce que l'IGPN va sanctionner? Évidemment que l'IGPN ne sanctionne pas, hein, ça va être en mode oh là là, c'est pas bien. Attention, il faut revoir les pratiques dans ce commissariat. Et puis après, il laisse couler, tu vois. Mais bon. Est-ce qu'ils l'utilisent dans l'autre sens, genre quand tu vas déposer une main courante? En théorie, ils peuvent le faire. Je veux dire, je veux pas savoir ce que la police fait avec les identités des personnes qui viennent porter plainte. Hein, ou qui viennent porter une main courante. Surtout avec les meufs qui le font pour harcèlement et pour violence. Super. Les filles que tu les filmes, ils tapent 3 fois plus fort, mais ça fait des années qu'ils nourrissent leur IA de reconnaissance faciale illégalement. Oui, c'est une folie. Hein. Bref, toujours filmer les flics. Hein. C'est vraiment une prise de photo sauvage en dehors de ce cadre-là de vérification d'identité qui, lui, est prévu depuis un certain nombre d'années. Et qui est problématique en soi, hein, by the way, mais bref. Selon une note du ministère de l'Intérieur de 2022 qu'on s'est procurée, il est précisé que la reconnaissance faciale ne doit pas être utilisée lors d'un contrôle d'identité. Mais ce que vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo, c'est qu'en fait les policiers et les gendarmes, ils utilisent la reconnaissance... Oui, c'est que les flics ils s'en battent les couilles de la loi. Globalement, si vous devez retenir un truc de cette vidéo, c'est que les policiers s'en battent les couilles de la loi. Ne leur parlez jamais. Et notamment dans des contextes où objectivement, il n'y a aucune raison de le faire. Et selon toi, est-ce que tu penses que les policiers sont au courant qu'ils n'ont pas le droit de le faire? Je suis même pas certaine. Après, je sais pas, je suis pas dans un commissariat, mais en fait, si on leur met un téléphone entre les mains qui leur permet de faire de la reconnaissance faciale, à quel moment ils vont se dire qu'on leur met un outil qui est illégal? Bah oui, c'est comme tu leur mets un flingue dans les mains, à quel moment ils vont se dire que c'est pas pour buter des Arabes? Encore une fois, hein, quand t'as un marteau dans les mains, tous les problèmes ressemblent à un clou. C'est là qu'il faut prendre une petite minute pour comprendre quel est l'outil qui leur permet de faire de la reconnaissance faciale et pourquoi ils ne savent peut-être pas que c'est illégal. Depuis 2017, tous les policiers et gendarmes de France ont reçu un nouveau téléphone. Ce téléphone un peu particulier, on l'appelle le Néo, pour nouvel équipement opérationnel. Et il possède un système d'exploitation spécialement conçu pour les forces de l'ordre. Avant, il fallait interroger le central pour obtenir des informations sur le conducteur. Désormais, le militaire fait tout lui-même, armé de son téléphone. On dirait la notification Uber, c'est terrible. Ce téléphone Néo, il permet aux agents de police et de gendarmerie de faire pas mal de choses directement sur le terrain. Par exemple, lors d'un contrôle routier, il peut scanner une plaque d'immatriculation pour obtenir des infos sur le véhicule. Il peut aussi scanner une carte d'identité ou un permis pour savoir si vous êtes par exemple une personne recherchée. Et maintenant, j'ai moyen de faire une interrogation multiple de différents fichiers, c'est-à-dire personnes recherchées. Sauf que l'intérêt d'une carte d'identité, c'est que t'as pas que ta tronche sur la carte d'identité. T'as aussi un numéro d'identification unique. T'as aussi des données... Enfin, t'as d'autres données qui permettent de dire autre chose que « Ah, mais il ressemble vaguement au gars, c'est bon, c'est notre gars, on le coffre ». Genre. Et encore une fois, je suis contre les contrôles d'identité à tout va. Mais bon, au moins la carte d'identité, t'as un peu plus d'informations que juste ta tronche. Genre ta tronche fait partie du faisceau d'informations de ta carte d'identité. Il y en a d'autres. Et maintenant, il y a même des empreintes. Genre, Chargé dans l'espace Schengen. En fait, on a une vitesse d'interrogation qui est supérieure et le côté nomade de l'appareil qui permet de nous affranchir de nos véhicules. Mais ce qu'on vous dit pas dans ces reportages, eh bien, c'est que le téléphone Néo, il peut faire bien plus que ça.
Je sais pas si vous vous rappelez du logiciel de reconnaissance faciale qu'on a vu en début de vidéo. Et bah, ce qu'on a découvert, c'est qu'il est aussi disponible sur les téléphones Neo. En gros, pour faire très simple, un logiciel qui est normalement strictement réservé aux enquêtes avec des accès très restreints a été mis directement sur les téléphones portables de policiers lambda. Oui, mais non, mais parce que le cadre légal prévoit que ce logiciel ne soit utilisé que par des agents extrêmement expérimentés, les agents de police judiciaire qui font des enquêtes extrêmement poussées. Mais on va aussi le filer à tout le monde. Ils l'utiliseront pas si on le file à tout le monde, hein. Mais non. Comme quoi, les gens, c'est aussi un truc assez intéressant. C'est pour ça que, franchement, suivez la Quadrature du Net, suivez toutes les associations, tous les médias qui sont spécialisés justement dans le suivi de ce genre de trucs. C'est un truc, moi, que j'ai appris avec le logiciel libre. C'est que le logiciel est une loi en soi. Il y a la loi qu'on écrit à l'Assemblée nationale, mais le code est une loi. Ce qu'on va faire avec les logiciels, la façon dont on va les écrire, est une loi. Et parfois une loi qui contrevient à la loi nationale, mais c'est déjà dans le téléphone, donc c'est une loi qui s'impose malgré tout contrôle extérieur, quoi. C'est une espèce de contre-loi, il y a une espèce de contre-société légale qui est mise en place directement par le ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que tu as un ministère qui est dissident vis-à-vis de la loi, oui, d'où le terme code, hein. Tu as un ministère qui est dissident vis-à-vis de la loi et qui met en place sa propre législation parallèle au travers de logiciels. Et c'est ça aussi un truc qui est intéressant à voir, commencer à penser le code comme une loi en soi. Et ça ouvre un petit peu toutes les possibilités de quand Foucault, ça devient un cliché à ce stade, hein. Mais quand Foucault dit que les juges servent à valider la volonté policière, c'est exactement ça. C'est aussi à ça que servent certains députés et que servent parfois même les gouvernements. Ouais, c'est Laurence Lessig qui en parlait exactement. Clairement, c'est la faiblesse structurelle des contre-pouvoirs démocratiques et constitutionnels qui devraient pouvoir empêcher un ministère dissident, mais on est sous la 5e République et force va au roi. C'est ça. Il faut percevoir, encore une fois, le ministère de l'Intérieur comme un ministère dissident à l'intérieur du gouvernement, comme un pouvoir en soi. C'est pas pour rien que beaucoup de ministres de l'Intérieur sont les plus droitiers du gouvernement et que c'est beaucoup par le déjà là imposé par le ministère de l'Intérieur que les lois sécuritaires continuent. Rappel, pardon, je finis un truc. Le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui organise les élections aussi. Je dis pas ça pour être complotiste ou quoi, hein, je dis pas ça en mode c'est la preuve que le ministère de l'Intérieur truc les élections, etc. Mais c'est quand même une dinguerie que dans un pays démocratique, un ministère dissident ait un pouvoir aussi immense dans l'organisation des élections et qu'on n'ait pas un tribunal séparé, une autorité administrative qui soit indépendante de l'État, qui conserve. Alors évidemment, on en parlait lors du Zawa Talk avec Antoine Salès-Papou. Évidemment, même les autorités indépendantes, même dans les pays où les organisations sont gérées par un organisme indépendant de l'État, etc., l'indépendance est toute relative puisque l'État fixe toujours le budget et tu peux faire pression à la baisse sur la qualité de l'organisation des élections et la fidélité démocratique des élections via la thune et via le fait de définancer quelque chose pour en baisser la qualité de travail. Donc bien évidemment, parce qu'évidemment quand tu vas baisser la qualité de travail, du coup les gens ils vont plus se concentrer sur des trucs qui coûtent moins cher, c'est-à-dire arrêter de faire des campagnes d'inscription sur les listes électorales au hasard. Tu peux dire ça, c'est ça, tu peux dire ça, nommer le dirigeant comme pour l'Arcom, etc. Disons que ce n'est pas en détachant entièrement l'organisation des élections que tu vas régler tous les problèmes de doute et de scandale démocratique. Mais déjà tu vas t'alléger d'une certaine partie Enfin déjà tu peux au moins te garantir un peu plus de pouvoir de recours que tu ne l'as déjà lorsque c'est uniquement le ministère de l'Intérieur qui décide et qui dit ferme ta gueule. Et sur les documents que Disclose m'a fournis, j'ai même découvert que la police fait circuler en interne des manuels d'utilisation de cet outil de reconnaissance faciale. L'interface que vous voyez là, c'est sur ordinateur, mais selon nos sources qui travaillent à la police, c'est exactement la même sur téléphone. Pour des raisons de droit à l'image, on a décidé de recréer la procédure avec ma propre photo. Et ce manuel, il explique que l'outil est capable de traiter tout type de photos, qu'elles soient de face, de côté, de profil, ou même très anciennes. Ouais, même cette photo de moi il y a 20 ans est censée fonctionner et me retrouver dans la base de données, si j'y suis bien sûr. Et ça, c'est clairement flippant. Le logiciel, en seulement quelques secondes, présente ensuite les 200 résultats les plus pertinents avec un taux de probabilité qui s'affiche quand on passe la souris. Mais à quel point cet outil est utilisé lors d'un banal contrôle d'identité? Est-ce que c'est vraiment courant? Donc voilà, donc déjà t'as le truc, donc c'est un logiciel qui est utilisé de façon totalement illégale, et en plus la fiabilité est pas forcément ouf, mais ça peut utiliser quand même n'importe quelle photo. Mais du coup la question c'est à quel point c'est répandu, à quel point c'est utilisé partout, à quel point les policiers le font systématiquement. Bon, vu le tiers de propagande policière qu'on a vu tout à l'heure sur M6, etc., dans les émissions de propagande policière, ça a l'air assez courant. Bon, visiblement à Marseille, ce genre de contrôle, il est assez fréquent, on a eu pas mal de témoins et de preuves qui racontent avoir été pris en photo pendant un contrôle d'identité.
Donc là, je me trouve à Place d'Aix, qui est un endroit où il y a une énorme présence policière, une présence policière même constante. Et je vais à la rencontre d'Ahmed, qui a été pris en photo lors d'un contrôle pour essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Ils ont fait des efforts pour faire en sorte que la place n'ait aucun mobilier urbain pour s'asseoir, pour se poser, etc. Comme ça, il y a vraiment aucun indésirable qui peut y traîner. Alors du coup, on va rajouter des flics en plus, comme ça, on est sûr que les indésirables n'y traînent pas, quoi. Genre, c'est vraiment, enfin, cette place, elle est terrifiante. Ahmed vient juste d'arriver et là, il m'explique qu'il est pâtissier et que lui, il traîne très souvent sur cette place avec ses amis. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Il y a un soir où tu traînais ici, il y a eu un contrôle un peu particulier, pas comme d'habitude. Tu peux m'en parler? Nous étions assis sur la place de Porte d'Aix, sur les bancs publics. Ils ont débarqué avec les fourgonnettes de tous les côtés. Ils sont arrivés, ils ont commencé direct les contrôles. Il n'y a pas d'étape, comment ça s'est passé ou quoi. Direct arrivé, direct commencer les contrôles. Après, ils nous ont pris en photo. Donc ça veut dire que tu as des gens qui sont noirs, qui sont sur un banc, et les policiers, ils partent du principe qu'ils n'ont rien à faire là, et qu'en comprenant leur identité, ils vont trouver des prétextes pour les faire dégager, soit pour les coffrer directement et faire leurs petits chiffres et faire leurs petits... Genre, rappel, quand les flics, ils voient des noirs posés sur un banc public, ils disent « Ah, c'est ma prime de fin de mois, génial, tching, je vais faire ma thune, je vais faire mon chiffre là-dessus. » Hier, avec mon daron, on est passé près des barres HLM en voiture dans le Gard, et les CRS étaient sur leur tel, je me demande s'ils venaient pas de prendre une photo en photo les guetteurs. Ah ben c'est possible, hein. Tout à fait possible. Ils ont regardé sur leur téléphone, ils ont vu que je suis régularisé et tout, ils m'ont laissé tranquille. C'est donc la deuxième personne avec Roger qui me raconte cette histoire. Celle d'un policier qui prend en Ah oui, vous inquiétez pas, parce que du coup, sur les OQTF, c'est pratique les OQTF pour pouvoir faire le chiffre à la fin du mois aussi. Hein. photo quelqu'un pendant un contrôle et qui obtient ensuite des informations sur la personne. Mais dans une enquête comme celle-ci, pour prouver qu'une pratique elle est courante, il me faut plus de témoignages. Je décide donc d'aller dans un autre quartier où j'ai rendez-vous avec un homme qu'on va appeler Marco. Il m'attend devant une petite épicerie avec plusieurs de ses amis. Ils nous prennent en photo quand on est calé entre nous. Puis même quand ils passent, on n'a pas le choix. Si on dit non pour prendre la photo, ils se mettent à nous taper dessus. Ils nous laissent vraiment pas le choix. Après, au moins, s'ils te tapent dessus, ils pourront plus te prendre en photo, quoi, parce que la tête, elle est un peu... Au calme. Ah ouais, la police, hein. En 2016, dans le cortège de tête à Nantes, la BAC avait pour habitude de choper les gens, les prendre en photo, les relâcher, ils faisaient ça avec des dizaines de personnes. Imagine si un texte est donné dans les nouveaux logiciels aujourd'hui. Ah, mais en 2016, le logiciel existait déjà, hein. Votre photo, elle est tous dans le logiciel, hein, vous inquiétez même pas. C'est pour ça que tu prends la photo d'abord et après tu tapes, oui, c'est ça. Alors, ils évitent le visage et ils font plus dans les violences sexuelles. Oui. Là, je vais halluciner, parce qu'en fait, tous les amis de Marco m'affirment qu'ils sont régulièrement pris en photo par la police. Et genre, juste les flics qui sont dans leur bagnole, ils passent, ils te prennent en photo et ils repartent. Mais c'est comme ce que tu disais à Heisenberg Nose, hein. C'est vraiment genre juste... Maintenant, le boulot des policiers, c'est de faire les touristes japonais dans les quartiers de Marseille, quoi. Oh là là, un noir. Oh, regardez. Oh, un bel ajout à ma collection. C'est le Pokédex, le bordel. Oui, il joue à Pokémon Go, quoi. Il joue à Pokémon Go avec les citoyens français. Attrapez-les tous. On s'est fait prendre en photo un nombre de fois, genre c'est... Je peux même pas les compter. Il y a des fois, ils te demandent même pas ta carte d'identité. Ils te la demandent même pas. Genre là maintenant, ils peuvent te la demander, mais ça se fait de moins en moins. Encore une fois, hein, chaque problème a sa solution. Ah, contrôle d'identité abusif. On les accuse de faire du contrôle d'identité au faciès. On va arrêter de contrôler l'identité, on va prendre des photos directement, on va les ficher de loin, c'est pas grave. Hein. Même pas besoin de les contrôler pour les ficher, même pas besoin de les contrôler pour le faire au faciès. C'est littéralement au faciès, on les prend littéralement en photo. Voilà, le terme de contrôle au faciès n'aura jamais été aussi exact. Notez que les touristes japonais, c'est la BAC sous couverture. Pendant cette interview, je me rends vraiment compte de l'ampleur du phénomène à Marseille et surtout de l'impunité dans laquelle les policiers évoluent ici. Et pourquoi vous êtes pas chaud pour témoigner à visage découvert? Vous avez peur de quoi? Se mettre des policiers à dos, la vérité, c'est un peu... Ah oui, ils ont déjà leurs photos, il suffit de regarder la vidéo, tu chopes le fichier et puis c'est bon, quoi. Genre, c'est vraiment... que être contre nous. On a l'impression de témoigner contre la Cosa Nostra, genre c'est une mafia en vrai. Alors qu'ils sont censés être là pour que les gens ils soient sereins, genre c'est la police. C'est ça que je trouve fascinant aussi, c'est que en vrai, les gens ils sont pas en mode ah cab. Les gens ils sont en mode bah normalement, en théorie, genre tu sais, ils croient à la promesse de la sécurité, tu vois. Ils sont en mode bah normalement la police, elle est là pour nous protéger, pour faire en sorte qu'on soit tranquille. Et c'est là que tu vois que c'est encore vécu comme une trahison vis-à-vis d'une promesse, quoi. Donc oui, c'est la logique de base, tu vois. Genre c'est la mafia, ouais. Marco, il accepte quand même de prendre un peu de temps pour m'expliquer exactement dans quel contexte il a été pris en photo par un policier. Je me suis fait contrôler avec un ami en allant à la pêche. On s'est fait suivre sur 200-300 mètres. Ensuite, ils nous ont mis les gyros. Ils nous ont fait descendre du véhicule. Ils ont fouillé la voiture, de partout. Ils ont fouillé le véhicule. Ils n'ont rien trouvé. Il m'a demandé ma pièce d'identité. Je lui ai donné. À ce moment-là, il a pointé son téléphone de service sur ma tête, peut-être sur un ou deux angles. Ensuite, il y a eu une reconnaissance faciale. J'ai vu que sur le téléphone, il y avait une genre de fiche, un genre de truc avec le nom, prénom.
Genre, j'ai pas eu le temps de bien voir parce que le téléphone était de son côté, mais j'ai aperçu, on va dire, voilà, qui avaient des informations sur le téléphone. Et ils vous expliquent quelque chose dans ces moments-là, les policiers? Non, notamment quand on demande le motif du contrôle, ben il y en a pas. Bah ouais. Encore une fois, tu vois, c'est pour ça que les luttes un petit peu, genre qui paraissent un peu sauce d'em molle, comme le récépissé de contrôle d'identité, bah en fait, plus il y a une généralisation de ce genre de pratique, plus le récépissé devient important aussi, tu vois. Plus le fait de donner une preuve, d'avoir une preuve du contrôle et de pouvoir, ne serait-ce qu'avoir des chiffres, de pouvoir rendre compte des abus policiers, devient de plus en plus difficile, quoi. Et genre, tu sais, t'as vraiment un truc où ça devient l'inverse. Après, le problème du récépissé de contrôle d'identité, c'est que c'est les flics qui te filent le récépissé, du coup, s'ils te le filent pas, tu l'as dans le cul, quoi. Mais donc voilà, c'est la limite du récépissé, c'est la limite de ce genre de lutte un petit peu pour donner des outils aux citoyens d'avoir plus de capacité de recours, de possibilités de ne serait-ce que de chiffrer les abus. C'est qu'en fait, bah, les policiers n'ont aucun intérêt à chiffrer les abus. Mais même ce petit truc-là devient complètement désarmé, est complètement désarmé par le fait que maintenant ils en viennent à se passer complètement du contrôle d'identité. Et puis bon, voilà, c'est juste un contrôle, quoi. Faut s'habituer à cette norme-là, quoi. Si tu veux pas donner le récépissé, tu fais quoi? Si tu t'énerves, il te coffre. Ah non, mais bien sûr, c'est pour ça que le récépissé, c'est un truc gentil, quoi. C'est un truc vraiment en mode on met encore entre les mains de la police le contrôle de leur propre probité, quoi. C'est un problème. On respectait les limitations de vitesse, on n'a aucun délit routier, donc je vois pas pourquoi on se serait fait contrôler. Et tu savais que c'était illégal? Je m'en doutais, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils ont plein pouvoir. C'est-à-dire qu'ils aient le droit ou pas, je pense que ça va rien changer, parce qu'ils le font quand même, et ça change pas grand-chose à tout ça. Et c'est ça, c'est que la construction du consentement à l'autorité, ça se fait pas uniquement en convainquant les gens que c'est bien, que l'autorité est bien et qu'elle est légitime, etc. Ça se fait aussi par le fait de créer du découragement et faire comprendre aux gens que de toute façon ils peuvent rien y faire et de créer de la résignation, quoi. La résignation, c'est aussi une méthode de créer du consentement à l'autorité. Bon, du coup, c'est pas du consentement, mais bon, c'est du consentement en version police, quoi. Voilà, c'est du consentement. Maintenant, il faut que je comprenne pourquoi les policiers en interne, ils décident de faire ça, même quand les gens ont leur carte d'identité. Alors évidemment, avec Disclose, on a envoyé un mail au ministère de l'Intérieur pour leur demander pourquoi leur agent de terrain avait désormais accès à la reconnaissance faciale, hors de toute enquête et de tout cadre légal. On n'a jamais reçu de réponse. Mais comme c'est étrange que vous n'ayez jamais reçu de réponse. Mais grâce à Disclose, j'ai quand même pu échanger avec un policier qui, lui, refuse d'utiliser cette technologie. Et d'ailleurs, comme tout le monde dans cette vidéo, il avait, lui aussi, très peur de témoigner, parce que ça pourrait lui faire perdre son travail. Alors, pour des raisons de sécurité, on a enregistré ses propos avec une autre voix. J'ai discuté avec pas mal de gars à Marseille qui me disent que des policiers les prennent très souvent en photo avec leur téléphone Néo pour faire la reconnaissance faciale, alors que même parfois, ils ont leur carte d'identité. Pourquoi ils font ça, selon vous? Bah, je pense que c'est une consommation par habitude. C'est devenu complètement usuel. C'est une consommation par habitude. Tu vois, le flic qui a l'habitude de parler de la drogue, etc., quoi. On est dans une ville où c'est le Bronx. Les gars, ils contrôlent 10-15 gars à la journée, toujours les mêmes têtes. Alors ils disent voilà, bim, je le prends en photo, je sais qui c'est. Évidemment qu'il y en a qui abusent avec la reco faciale. Je vais pas mentir en disant qu'ils le font pas. Il y en a forcément qui le font. Qu'est-ce que ça t'inspire sur ce genre de pratique? Le Far West, en tout cas l'absence totale l'impunité. Les policiers peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent prendre en photo ce qu'ils veulent, peuvent savoir qui est qui tout le temps. Et la reconnaissance faciale est l'outil qui leur permet de savoir qui est qui tout le temps. L'État n'est pas censé savoir qui on est, n'est pas censé savoir ce qu'on fait. Ce n'est que par certaines exceptions qu'on est censé lui attribuer des capacités de surveillance ou voilà, de savoir. Là, on est sur un renversement total. Oui, mais c'est comme, encore une fois, l'état d'urgence, c'est censé être une mesure d'exception. C'est une mesure d'exception jusqu'à ce que la mesure d'exception soit intégrée dans le droit commun, ce qu'a fait Macron dès qu'il a pris le pouvoir. Le principe de l'exception, c'est qu'elle devient la règle, quoi. Quand on dit l'état policier ou surveillance de masse, c'est ça. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'un policier il peut exactement savoir sur nous en faisant une reconnaissance faciale? Pour le comprendre, il faut que je vous parle du TAJ, le fameux fichier de police dont on parle depuis tout à l'heure, le traitement des antécédents judiciaires. C'est un immense fichier de police, et quand je dis immense, c'est vraiment immense. Aujourd'hui, on considère que le TAJ, il contient 18,9 millions de fiches et 9 millions de photos. Juste pour que vous compreniez bien, ça représente quand même un tiers de la population française. Tous fichés. C'est direct à qui on a affaire. Mais attention, c'est vraiment à double tranchant, parce que le TAJ, on n'a pas forcément que des mauvaises personnes dedans. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ça peut être vous, ça peut être moi. Si vous avez déjà eu affaire à la police, il y a de très fortes chances que vous soyez dedans. Genre par exemple, si t'as eu un accrochage avec ton voisin
pour tapage nocturne, les flics ils ont pris en photo vos 2 cartes d'identité, bah t'es dedans. Ah oui, t'es dedans, ils vous ont pris en photo, du coup, voilà, t'es dedans, voilà, t'es en accroché avec ton voisin, voilà, problème de voisinage, bon quoi. Attention, hein, pas seulement si vous avez commis un délit ou un crime. Vous pouvez aussi être dans le TAJ simplement en tant que victime. Si par exemple, je sais pas, vous avez porté plainte. Combien de Zawa sont dans le TAJ? On est tous dans le TAJ. Pour un vol de téléphone portable ou pour une agression. Tu vas faire une procuration. Ah, bonne question les procurations. Je me demande si c'est géré de la même façon. Je me demande si c'est pas un système distinct. Même les contrôles routiers, moi ils avaient pris mon permis et parti avec. Oui, bah oui, c'est une folie. Bien, vous êtes dans le TAJ. Donc si c'est votre cas concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans votre fiche? Il y a des choses un petit peu banales, hein, comme votre nom, votre date de naissance, votre adresse, votre profession, l'identité de vos parents, parfois votre photo, mais il y a aussi le motif de votre passage devant la police. C'est là que ça devient vraiment intrusif. Parce qu'en fait, ces fiches, elles peuvent révéler indirectement des informations très personnelles. Au hasard, t'as porté plainte pour viol contre ton conjoint. Du coup, il scanne ta photo. Ah, c'est la violée là. Je vous donne juste quelques exemples comme ça. Imaginez que vous portez plainte un jour pour, je sais pas, une insulte homophobe. Ah et bien oui. cette plainte... Ah, bah c'est le P. Elle sera inscrite dans le TAJ et donc, indirectement, eh bien, votre orientation sexuelle peut être déduite. Autre chose, imaginez que vous êtes interpellé en marge d'une manifestation. Ça sera inscrit dans le TAJ et du coup, votre engagement politique, eh bien, il peut apparaître. Ah bah oui. Ah bah tiens, c'est le mec qui était à la manifestation pro-Palestine là. Ah bah tiens, c'est celui qui s'est ramené à la manifestation contre la réforme des retraites. Ah bah toi t'es de gauche, toi t'es un gauchiste. On va te tabasser. Autre chose encore, imaginez que vous avez été victime de violences dans votre enfance. Eh bien, ces informations qui sont très personnelles, elles ont de grandes chances d'être inscrites dans le TAJ et ce, jusqu'à la fin de votre vie. Toutes ces informations, hein, les opinions politiques, l'orientation sexuelle, la vie privée, ce sont des choses extrêmement intimes. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, bah, désormais n'importe quel policier sur le terrain peut vous prendre en photo avec son téléphone et obtenir en quelques secondes toutes ces informations sur vous. Souvent on dit « Ah, j'ai rien à me reprocher », mais tout dépend de qui fixe les reproches. Et de, en fait, aujourd'hui, on n'est pas dans les reproches de l'État, mais demain, qui sait? Et donc c'est pour ça qu'il... Et en fait, c'est aussi ça, c'est le truc de... Ça fait partie de toute la boîte noire du fichage policier. C'est-à-dire que... Donc, il y a un historien sur les luttes homosexuelles, etc. Et qui a beaucoup travaillé notamment sur la répression policière de l'histoire, notamment parce qu'Anthony Day, il a beaucoup travaillé sur la réparation des crimes de l'État contre les homosexuels. Notamment la réparation de la répression de l'homosexualité, etc. Et notamment, pendant des années, la police niait qu'ils fichaient les homosexuels. À l'époque de la répression de l'homosexualité, la police avait un fichage massif de globalement tous les homosexuels de France, quoi, globalement, enfin en tout cas tous ceux qui se faisaient arrêter, c'est-à-dire beaucoup. Et pendant des années, en fait, la police a refusé, déjà d'admettre le fichage systématique des homosexuels, et ensuite de rendre accessibles les archives policières sur les homosexuels. Je sais pas où ça en était, c'est pour ça que j'ai un doute là-dessus, donc allez vérifier ça si ça vous intéresse. Je sais pas si ça en est de la demande de la libération des archives, mais en tout cas, beaucoup de travail des historiens se base sur les archives policières parce que y avait ce fichage de masse. C'était une alerte qui avait été lancée par les associations LGBT, mais pas que, hein, mais qu'en fait, face au nouveau logiciel de la gendarmerie GetNote, où du coup pouvaient être indiquées les orientations politiques, l'orientation sexuelle, etc., des personnes. Et en fait, la réalité de tout ça, c'est que la police n'a jamais arrêté de ficher les homosexuels. Elle a juste modifié ses méthodes de fichage en fonction de est-ce que dans ton fichier, il y a des trucs qui indiquent que tu as porté plainte pour un truc homophobe, est-ce que tu as été arrêté, je sais pas, ou contrôlé en marge de la marche des fiertés, etc., etc. Et du coup, en fait, ce fichage policier n'a jamais arrêté en fait sur la question de l'homosexualité. Et ça, c'est un truc où la police a presque passé son histoire à essayer de nier qu'elle mettait en place un fichage systématique des homosexuels. Mais c'est pareil pour les personnes racisées, tu vois. Genre, on n'arrête pas de dire « Oh là là, les statistiques ethniques sont interdites en France », mais à partir du moment où tu as le nom et l'identité de tes parents, pour peu que tes parents, eux, soient étrangers, ou alors aient immigré en France, etc., bah du coup, il y a le statut migratoire ou non, tu as éventuellement le pays d'origine, etc. Donc en fait, la vérité, c'est que le fichage ethnique existe aussi de façon détournée par là, quoi. Ça sert à quoi de savoir que quelqu'un est homosexuel? De l'insulter et de l'humilier. Et de lui faire subir des violences, globalement. De le menacer, oui, aussi, tout à fait. De beaucoup de choses, globalement. Le fichage des minorités, c'est une tradition française, t'inquiète, ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, le fichage n'a jamais disparu. Il a juste été rebrandé sous l'angle de la sécurité et de la protection des personnes. Il faut juste pas que l'information, il faut juste pas que l'État ait cette information-là, parce que il va en abuser. Le fichage, il est né il y a très longtemps, fin du 19e siècle. Au début, c'était pour trouver les personnes récidivistes. C'était l'objectif affiché qui pourrait paraître légitime. Et en fait, assez vite, le fichage, il a été utilisé pour ficher les étrangers, pour ficher les gens du voyage. Et en fait, il y a tout un système qui a été créé qui donne une...
Ouais, les gens du voyage, c'est l'histoire de leur vie, quoi. Leur statut légal est un fichage. Dépend d'un fichage, quoi. Bref. Légitimité à l'État de connaître certaines personnes. Ce système de fichage, on est arrivé en 1940. En fait, il a fallu très peu de changements pour qu'il puisse permettre à cibler les juifs, les communistes, toutes les personnes qui ont été tuées par le régime de Vichy. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système il était déjà là depuis 40-50 ans et qu'il faut juste un petit changement de curseur pour pouvoir aller chercher les gens chez eux, aller leur nuire. Et en fait, cette capacité qui est donnée à l'État. Donc typiquement, quand Hollande a assigné à résidence des militants écolos alors qu'ils n'avaient rien fait, ça fait partie de cette répression politique, par exemple. Et après, ça amène à de l'autocensure, de gens qui n'osent plus aller en manif, de gens qui n'osent plus vraiment militer parce que c'est compliqué, encore une fois, consentement à l'autorité par résignation, quoi. Avoir de l'information sur nous, elle est clairement pas neutre. Elle pourrait paraître immatérielle, mais l'information, c'est du pouvoir. Parce que j'essaie vraiment... Honnêtement, il y a sûrement pire encore, vu que les données protégées par le secret médical en France ont été confiées à Microsoft et Palantir. Ah non, mais de toute façon, les données personnelles, c'est... de vous expliquer à travers cette vidéo, c'est que le risque aujourd'hui, il est énorme, et bien plus qu'il y a 80 ans. Parce qu'aujourd'hui, ces fiches, elles sont numériques, elles sont accessibles par n'importe quel policier grâce à son téléphone, n'importe où, n'importe quand. Et comme on l'a vu dans cette enquête, bien une simple photo, ou même, on n'en a pas parlé ici, mais aussi des vidéos de caméra surveillance, peut désormais vous identifier à votre insu de manière très précise et très intime. Alors j'ai pas envie de vous déprimer avec toutes ces informations, et c'est vrai que vu comme ça, on a l'impression qu'on peut pas y faire grand chose, mais comme le dit Noémie, l'information c'est le pouvoir, et c'est pourquoi il est selon moi important que vous soyez au moins au courant de ce qui se passe. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous invite vraiment à aller sur le site du média Disclose, ils font un boulot d'enquête incroyable, et je vous invite notamment... Franchement, Disclose, force à eux de fou. Aller lire l'article d'Ariane Lavrieux, c'est elle qui a mené cette enquête avec Lionel Perrin. Ils ont aussi mis en ligne un guide avec la quadrature du net pour savoir comment réagir quand on est contrôlé, savoir ce que la police a le droit ou non de faire dans ce genre de cas. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Le premier truc, comme d'hab, c'est comme vous allez en manif, c'est avant tout connaître ses droits, etc. etc. C'est pour ça d'ailleurs que la Ligue des droits de l'homme est autant attaquée par l'État, c'est parce que rien que leur travail d'information sur les droits des citoyens, les droits des militants, les droits des personnes, est considéré comme problématique pour l'État. Donc voilà. Il y a déjà des fuites avec les dossiers médicaux partagés, oui. Et d'ailleurs, spoiler alerte, quand ils ont mis en place le dossier médical partagé, tout le monde a dit qu'il y aurait des fuites et que c'était un immense danger, on nous a pas écouté, que tout le monde est... Bref, on a l'impression de se reposer, de se répéter, pardon. Ça marche pas, ça, je suis noir Cassandre. Ah. Oui, en même temps, tu pourrais faire un effort. Enfin bref.